Et c'est précisément le problème, n'est-ce pas? Donc, quand le gouvernement central ne prend en charge qu'environ 21% du PIB en termes de dette, et que le gouvernement local en prend, vous savez, plus de 50%, et puis en plus la dette cachée, alors c'est n'importe où, vous savez, c'est au petit bonheur la chance, n'est-ce pas? Mais au moins, vous savez, 90% du PIB est de la dette au niveau du gouvernement local. Et donc, c'est vraiment problématique, parce que le gouvernement central a, comme vous venez de le dire, n'est-ce pas? Ils surveillent la souveraineté, ils sont capables d'émettre la monnaie. Ils peuvent, vous savez, dépenser fiscalement, mais les gouvernements locaux ne le peuvent pas, n'est-ce pas? Et ce n'est qu'en 2014 qu'ils sont autorisés à émettre des obligations. Auparavant, ils n'étaient même pas autorisés à émettre des obligations, n'est-ce pas? Donc cela les laisse vraiment dans l'incertitude. Donc si vous me demandez quoi faire, je pense que, vous savez, la solution est très simple. Vous devez réaligner vos recettes fiscales et vos responsabilités de dépenses. C'est aussi simple que cela. Si vous voulez que le gouvernement local continue à exister, si vous croyez que les dépenses doivent avoir lieu au niveau local, alors vous devez leur donner plus de pouvoir fiscal. Vous devez leur donner plus de recettes fiscales. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui j'ai avec moi Yan Liang, qui est professeur d'économie à l'université Willamette, un collège privé d'arts libéraux aux États-Unis. Elle est également associée de recherche à l'Institut d'économie Levy et senior fellow non résidente au Centre de politique de développement global de l'Université de Boston. Yan se spécialise dans la théorie monétaire moderne, c'est-à-dire la TMM en abrégé, et l'économie politique de la Chine, le développement économique et l'économie internationale. Aujourd'hui, nous voulons discuter de ce lien entre la TMM et l'approche chinoise de la politique monétaire, ainsi que de l'impact de cette approche économique sur le développement des pays du Sud global. Yan, merci beaucoup d'être en ligne aujourd'hui. Jan, thank you so much for coming online today. Eh bien, merci de m'avoir invité. It's fantastic that you agreed to this because you're actually a C'est student of fantastique Randall que vous ayez accepté cela, parce que vous êtes en fait un étudiant de Randall Wray, que j'ai déjà reçu sur cette chaîne. Le sujet de la MMT, ou l'approche, la manière dont la MMT conceptualise l'économie et l'impact des politiques monétaires, est pour moi assez important, car il diffère de l'économie orthodoxe. Bien que Randall Wray ait souligné, votre ancien directeur de thèse, que toutes les choses que la MMT dit étaient déjà en quelque sorte des connaissances communes au sein de l'école keynésienne d'économie. Donc ce n'est pas vraiment nouveau, c'est juste que ce n'est pas appliqué. Pouvez-vous peut-être nous dire d'abord pourquoi vous travaillez autant dans ce domaine, plutôt qu'appelons-le le modèle néoclassique d'analyse axée sur l'offre et la demande? Well, supply and demand driven analysis. Oui, donc mon parcours académique a vraiment commencé avec l'étude de Minsky. J'étais en Chine pour mes études de premier cycle. Nous avions un professeur de Cornell qui était un boursier Fulbright en visite dans mon université et il nous a enseigné Minsky en termes d'histoire du capitalisme, d'hypothèses d'instabilité financière et tout cela. Cela m'a vraiment intéressé à cette approche alternative. Ensuite, j'ai poursuivi mon doctorat à l'UMKC, travaillant sous la direction de Randall Wray. Ma thèse portait sur le développement de la Chine, en examinant le financement du développement du point de vue de la MMT, et en étudiant comment, par exemple, l'investissement étranger aide ou n'aide pas au développement économique. C'est en quelque sorte le parcours. Et vous avez raison. Je pense que cette approche est très ancrée dans ce que nous appelons l'économie hétérodoxe, n'est-ce pas? Il y a donc l'économie post-keynésienne qui est vraiment le successeur direct de John Maynard Keynes, n'est-ce pas? Keynes a parlé du fait que la monnaie moderne existe depuis 5000 ans, n'est-ce pas?
Cela a commencé avec des institutions publiques, vous savez, prononçant une unité de compte et imposant également des obligations qui peuvent être remplies par cette unité de compte. Donc, ce n'est rien de vraiment nouveau en termes de ce qu'est exactement la monnaie, mais je pense que ce que la MMT fait très bien, c'est, vous savez, un autre courant de pensée économique qui est incorporé dans la MMT et le soi-disant institutionnalisme. In MMT is a so-called institutionalism, and that is the original institutionalism. Et c'est cela l'institutionnalisme original qui était enseigné à Dublin, vous savez, en se concentrant sur le rôle des institutions. Donc, nous parlons d'argent, mais pas dans le vide, n'est-ce pas? Nous parlons d'argent dans des contextes historiques très spécifiques et des institutions très spécifiques. Et donc, je pense que c'est vraiment ce qui donne à la MMT sa force. Elle ne commence pas avec un concept très en historique de l'argent, comme né de, vous savez, Hegel et du marchandage, n'est-ce pas? Tous les anthropologues et beaucoup d'historiens vous diraient que ce n'est pas de là que vient l'argent. Donc, je pense qu'il est très important que cette approche prenne vraiment en compte de nombreux aperçus disciplinaires différents et soit également vraiment ancrée dans ce genre de tradition hétérodoxe. Et donc, je pense que c'est ce qui donne sa force à la MMT. Et encore une fois, je pense que la MMT peut être appliquée de manière très large, n'est-ce pas? Nous pourrions l'examiner d'un point de vue des finances publiques. Que pouvons-nous faire avec l'argent public? Mais cela pourrait également vraiment s'appliquer à une perspective de conception du système monétaire, n'est-ce pas? L'argent est une institution si importante et puissante qui fait bouger les choses, donc nous devons faire partie de la conception monétaire, n'est-ce pas? Nous, c'est-à-dire le peuple. Donc je pense que c'est pourquoi cela me fascine vraiment comme moyen d'apprendre sur la MMT et de l'appliquer en économie. Certaines personnes considèrent la MMT comme une forme d'idéologie, où un État peut dépenser autant qu'il le souhaite, sans avoir à se soucier de l'argent. Il suffit de l'imprimer, et c'est tout. Ce n'est pas ce qu'est la MMT, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Je pense que si quelque chose, c'est le contraire. Donc les partisans de la MMT diraient que nous ne parlons pas vraiment de théorie, nous parlons d'une description. Nous décrivons comment l'argent moderne fonctionne réellement, n'est-ce pas? L'évolution historique de l'argent. Donc avec la Mésopotamie, quand vous avez ce temple qui utilise l'argent comme un moyen d'approprier des ressources et d'enregistrer la dette et les remboursements de la dette. Et c'est aussi une description de la façon dont le système monétaire moderne fonctionne. Donc, quand le Trésor dépense, comment il émet le chèque et comment il passe par la Banque centrale avec le processus de compensation et comment les ventes d'obligations ne sont pas un moyen de financer les dépenses, mais vraiment de drainer les réserves qui sont là pour permettre à la Banque centrale de cibler leur taux d'intérêt et ainsi de suite. C'est donc vraiment une description de la façon dont fonctionne le système monétaire public réel et le système monétaire privé, d'ailleurs. Mais cela a certaines implications politiques, n'est-ce pas? Et encore une fois, cela dépend de la personne à qui vous demandez. Certains partisans de la MMT croient, vous savez, en connaissant le pouvoir de l'argent, sachant que l'argent est un monopole public, que nous devons vraiment utiliser l'argent pour des causes publiques. Donc, peut-être que nous voulons le plein emploi. Peut-être que nous voulons une couverture santé universelle. Peut-être que nous voulons une transition écologique. Nous voulons avoir un Green New Deal. Donc, connaître le pouvoir de l'argent public, n'est-ce pas, nous conduirait à certaines implications politiques, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas cette idée que le gouvernement peut simplement dépenser comme s'il n'y avait pas de lendemain, mais vraiment que nous voulons utiliser l'argent public à des fins publiques. Je pense que c'est vraiment le message que la MMT essaie de transmettre. Why do you think it is that especially in
Pourquoi pensez-vous que surtout en Occident, Europe, Amérique du Nord, Japon aussi, le modèle néoclassique est si fort et si omniprésent? Je veux dire, si vous suivez n'importe quel cours dans une université moyenne, économie 101, micro, macro, c'est fermement, complètement, profondément le modèle néoclassique qui exclut en quelque sorte l'analyse des mécanismes de la circulation de l'argent dans l'économie. Il le fait un peu, puis il a ces notions étranges du multiplicateur monétaire pour expliquer les choses d'une manière qu'il ne peut pas justifier. In order to explain things a way that it cannot account for. Why is this approach, which to me Pourquoi cette approche, qui pour moi n'est pas fondamentalement erronée, omet-elle simplement certains des aspects les plus fondamentaux du fonctionnement des économies? Pourquoi est-elle si répandue dans le milieu universitaire et dans l'esprit de nombreuses personnes qui ont une aversion naturelle pour l'idée que le gouvernement utilise la planche à billets, et même chez des personnes que j'admire beaucoup, qui ont une aversion pour ce type d'approche analytique pour examiner le fonctionnement de l'économie? Oui, je pense que vous êtes très gentil de dire qu'ils n'ont pas nécessairement tort. Je pense qu'ils ont tort et qu'ils ont tort intentionnellement. Ils racontent des mensonges, n'est-ce pas? Dans la MMT, Randall Wray avait cette déclaration classique que chaque page est un mensonge, n'est-ce pas? Donc, c'est beaucoup de mythes, je pense idéologiquement motivés. Et je pense que c'est vraiment ce que c'est, n'est-ce pas? Cela sert les intérêts de l'élite dirigeante, n'est-ce pas? L'idée que l'argent est rare. Donc, vous savez, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire parce que nous ne pouvons pas nous le permettre. D'accord. Donc, vous voulez donner des réductions d'impôts aux milliardaires. Nous pouvons le faire. Mais non, nous ne pouvons pas offrir une éducation gratuite. Nous ne pouvons pas offrir des soins de santé gratuits parce que nous n'avons pas l'argent. Donc, je pense que, vous savez, c'est un récit très puissant et très trompeur. Et ça sert vraiment les intérêts de la classe dirigeante, n'est-ce pas? Cette idée que si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas faire toutes ces choses et que vous devez vous sacrifier pour obtenir l'argent. Et vous savez, cela prive simplement le grand public de participer au processus démocratique de l'utilisation de l'argent à des fins publiques. Et donc, je pense que c'est vraiment pourquoi ces types de mythes sont propagés. Et ils sont également soutenus par toutes ces universités d'élite. Et donc, quand il s'agit d'universitaires, je pense que vous avez raison. D'une part, il y a un récit très simple, très simpliste, n'est-ce pas? Et parfois, ça semble très intuitif. Comme j'ai donné à mes étudiants certains des textes du livre de Milton Friedman, n'est-ce pas? Il parle de la façon dont nous sommes tous indépendants, mais aussi interdépendants, parce qu'il y a le marché, le vendeur, l'acheteur. Chacun est autonome, chacun se joint mutuellement, vous savez, entre dans le marché et participe à cet échange mutuellement bénéfique. Cela peint un tableau qui, d'une certaine manière, séduit beaucoup de gens, n'est-ce pas? Il n'y a pas de pouvoir, pas de lutte, tout se passe de manière si naturelle et harmonieuse. Je pense que les gens sont très facilement attirés par cela, mais en même temps, je pense qu'il y a tous ces dispositifs institutionnels qui dissimulent ou réduisent au silence différentes opinions. Si vous ne publiez pas dans ces revues prestigieuses de haut niveau, vous ne pouvez pas obtenir un emploi dans le milieu universitaire, pas dans l'Ivy League. Et donc, il y a beaucoup d'exclusivité qui ne permet pas aux voix alternatives d'être entendues. Ainsi, nous perpétuons ce genre de mythe, n'est-ce pas? Et ce genre de mythe est vraiment ce qui permet le néolibéralisme, n'est-ce pas? Cette idée que les ressources sont rares et qu'il n'y a rien que nous puissions faire. Nous devons simplement suivre la loi naturelle. Vous savez, quand le gouvernement manque d'argent, nous devons souffrir de l'austérité. Et donc ça signifie que vous n'obtenez pas toutes ces choses dont vous avez besoin pour survivre simplement parce que nous n'avons pas l'argent, n'est-ce pas? Donc, je pense que ce sont vraiment des idées puissantes.
Mais malheureusement, je pense que c'est très difficile, vous savez, très nuisible et très préjudiciable pour tout système économique, vous savez, pour les objectifs généraux, pour le bien-être du public en général. Pensez-vous que cela a également quelque chose à voir avec les concepts que nous utilisons pour donner un sens au monde? Parce qu'il me semble que certaines personnes qui devraient adorer la MMT et qui devraient l'embrasser, surtout à gauche, non. Les gauchistes devraient aimer la MMT parce qu'elle montre exactement comment mettre en œuvre les politiques que vous voulez, comme vous venez de le dire, comme l'éducation publique, les soins de santé publique, etc. Parce que ce n'est pas que c'est trop cher ou que nous n'avons pas l'argent. La question est, comment voulons-nous l'allouer? Et comment l'argent est-il utilisé dans l'économie pour maintenir la stabilité de l'économie, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessairement si nous avons l'argent ou non. C'est plutôt, voulons-nous l'allouer ou non? Exactement. Mais en même temps, nous utilisons un langage confus pour conceptualiser la dette publique et l'argent public, de la même manière que nous utilisons notre dette privée et notre argent privé. Et ensuite, les gens pensent, oui, naturellement, je dois d'abord économiser de l'argent. Je dois me serrer la ceinture si je veux partir en vacances agréables. Si je veux quelque chose de bien pour moi, alors je dois d'abord économiser. Et c'est une manière tellement trompeuse, parce que ces deux domaines ne fonctionnent pas de la même manière, mais nous utilisons le même langage. Est-ce que cela fait partie du problème? Absolument. Je pense qu'il y a beaucoup de connotations négatives à cette idée de déficit et de dette. Mais ce que la MMT fait de bien, à mon avis, c'est d'utiliser vraiment l'approche dite du bilan. Dans tout registre, vous avez les actifs, vous avez les passifs, et d'un côté, il y a les créanciers, et de l'autre côté, il doit y avoir le débiteur. Donc, quand vous pensez à l'économie, si vous la séparez en secteur privé et secteur public, alors cela a du sens. Si le secteur public est en excédent, d'où vient cet excédent? Si le secteur public veut être en excédent, cela signifie que l'autre côté du registre, le secteur privé, devrait être en déficit et vice-versa. Je pense donc que c'est une idée très simple et très puissante si vous prenez le temps de regarder les bilans. Et cela montre très clairement que tous les agents économiques ne peuvent pas être en excédent. Donc, si le secteur public est en excédent, cela signifie que le secteur privé devrait être en déficit. Mais encore une fois, souvent, comme vous l'avez dit, nous assimilons toujours le déficit public à une mauvaise gestion fiscale, vivre au-dessus de nos moyens, ou à un gouvernement corrompu, et ainsi de suite. Je pense donc que c'est très regrettable. Et vous avez mentionné la gauche. Je pense qu'il y a deux types de gauche. D'une part, nous avons la gauche qui comprend vraiment la MMT et qui comprend le pouvoir de l'argent, les objectifs publics, l'argent public et la conception du système monétaire pour le bien général. Vous avez des personnes comme Jason Hickel, n'est-ce pas, qui parlent de ce processus économique démocratique, voulant utiliser le pouvoir de l'argent pour mobiliser des ressources pour le développement durable de l'humanité et pour une distribution plus équitable des ressources. Vous avez aussi des personnes comme Michael Hudson, qui a vraiment démystifié beaucoup des mauvais comportements de cet empire financier américain au fil des siècles. Donc, nous avons des personnes qui sont à gauche et elles sont éclairées. Elles comprennent la nature de l'argent et cela les a vraiment habilitées à présenter leurs propositions politiques et aussi leur analyse du capitalisme. Mais vous avez raison. Je pense que nous avons aussi certains à gauche qui, d'une certaine manière, interprètent mal Karl Marx, n'est-ce pas? Ils croient que l'argent est une marchandise et je pense que c'est très regrettable. Et bien sûr, il y a aussi beaucoup de mythes profondément enracinés, n'est-ce pas? Comme nous venons de le mentionner,
Ces mythes qui croient encore d'une manière ou d'une autre que l'argent est rare, qui confondent encore d'une manière ou d'une autre le secteur public avec le secteur privé, qui pensent encore d'une manière ou d'une autre que le gouvernement ne travaille que pour la classe élite, ce qui est dans de nombreux cas vrai, n'est-ce pas? Mais cela ne signifie pas que nous devrions simplement abandonner, n'est-ce pas? C'est toujours une institution très forte et très importante que nous devons prendre en main, n'est-ce pas? Ne pas simplement laisser être, oui. C'est assez fascinant. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est comme vous l'avez dit auparavant, si la MMT a raison, et je dirais que c'est le cas, du moins dans ces grandes lignes, alors c'est en fait ainsi que fonctionne l'économie moderne. Je veux dire, ce n'est pas que c'est une manière que les partisans de la MMT aimeraient changer les choses. L'économie fonctionne déjà comme ça. C'est juste que nous ne la percevons pas de la bonne manière. Par conséquent, nous avons des concepts erronés de ce qui doit être ajusté pour atteindre un certain résultat. Mais ça signifie aussi qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de rouages dans le système qui conduisent déjà à une manière de fonctionner de l'économie selon la MMT, n'est-ce pas? Et comme les banquiers centraux ou les banques privées aussi, n'est-ce pas? Lorsqu'ils accordent des prêts hypothécaires, etc., ils contribuent à la création de monnaie, et ainsi de suite. Maintenant, quelle partie de l'économie, disons les économies occidentales, mais aussi les économies du Sud global, en particulier la Chine et peut-être la Russie, si vous savez, mais concentrons-nous sur la Chine, car je pense que c'est là que se trouve votre expertise. Dans quelle mesure ces économies comprennent-elles réellement, ou les personnes qui sont essentielles, en particulier les banquiers centraux, comprennent-elles correctement comment fonctionne l'économie? Ou dans quelle mesure des personnes sont-elles en charge sans avoir une vision complète de leur impact sur l'économie? Oui, je pense que c'est une excellente question. Ce qui m'intéresse le plus, c'est comment la MMT peut informer les politiques de développement et les processus de développement. Je pense qu'il y a encore beaucoup de confusion, même au sein de la communauté MMT, n'est-ce pas? Mais pour la grande majorité des gens, même s'ils ont une certaine confiance dans la MMT, ils diraient que c'est vraiment un privilège que les États-Unis ou le Japon ou ces économies occidentales avancées peuvent apprécier, les types de monopoles sur l'argent, n'est-ce pas? Que tous ces pays en développement n'ont tout simplement pas le luxe de contrôler leur propre système monétaire et donc d'utiliser l'argent à leurs propres fins. Et je pense qu'à un certain degré, c'est vrai. Beaucoup de pays en développement sont beaucoup plus contraints compte tenu du système financier mondial actuel. Ce que je veux dire par là, c'est un concept très important dans la MMT, qui est la soi-disant souveraineté monétaire. C'est l'idée de la mesure dans laquelle le gouvernement est capable de prononcer ou de dicter une unité de compte et d'imposer certaines obligations qui peuvent être remplies en remboursant ces obligations dans cette unité de compte. Par exemple, aux États-Unis, nous utilisons des dollars américains et vous payez des impôts en dollars américains, donc vous avez le désir d'avoir des dollars américains. C'est ce qui permet au gouvernement américain de s'approprier des ressources parce que les gens veulent votre argent. En émettant cet argent et en faisant travailler les gens pour l'obtenir, vous êtes capable de mobiliser des ressources pour vos propres usages et pour les usages publics généraux. Maintenant, dans certains pays en développement, ils émettent leur propre monnaie, n'est-ce pas? Mais il y en a aussi d'autres qui ne le font pas. Donc, nous parlons d'El Salvador et de l'Équateur. Ils sont dits dollarisés, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'ils sont dollarisés. Nous avons aussi certains pays d'Afrique de l'Ouest qui utilisent encore le franc CFA comme leur monnaie. Ce sont certains des pays
qui ont une souveraineté monétaire très limitée parce qu'ils n'ont aucun contrôle sur la monnaie. Ils ne peuvent pas simplement émettre la monnaie et permettre au gouvernement de dépenser, et ils ne peuvent pas définir les politiques de leur banque centrale parce que le taux d'intérêt est essentiellement fixé par la Fed ou la BCE. Donc ce sont les pays qui ont vraiment une faible souveraineté monétaire et ils ne peuvent pas utiliser l'argent pour faire toutes ces autres choses merveilleuses. Mais il y a aussi des pays qui émettent de la dette publique en devises étrangères. Nous parlons donc de pays comme le Kenya, le Ghana, l'Éthiopie et de nombreux pays à faible revenu. Ils souffrent du soi-disant péché originel, n'est-ce pas? L'idée que leurs propres monnaies ne sont pas désirées sur le marché international. Et donc, s'ils veulent importer des produits essentiels, ils doivent émettre des obligations en dollars ou emprunter en dollars ou en euros pour soutenir leur économie. Et donc, ces pays ont également une faible souveraineté monétaire parce qu'ils s'endettent dans une monnaie sur laquelle ils n'ont aucun contrôle. D'accord, mais je pense quand même que la grande majorité des pays à revenus moyens, bas à moyen ou même élevés à moyen ont encore un degré important de souveraineté monétaire. Ils utilisent leurs propres devises. Ils sont capables d'imposer des taxes. Ils peuvent réinjecter les devises. Ils ont une autonomie relativement grande en matière de politique budgétaire et monétaire. Je pense que c'est un domaine où ils peuvent utiliser ce type de pouvoir monétaire. Maintenant, pour répondre à votre question, je ne pense pas que chaque décideur politique dans le monde comprenne parfaitement ce qu'est la MMT et prenne donc des décisions basées sur les recommandations des chercheurs en MMT. Mais je pense qu'en ce qui concerne la Chine, ils ont une règle budgétaire très stricte qu'ils empruntent en grande partie à l'économie occidentale, n'est-ce pas? Un ratio déficit PIB de 3% et un ratio dette publique PIB de 60%. Mais encore une fois, je pense que la méthode chinoise est très intéressante. J'écris un article sur le grand gouvernement avec des caractéristiques chinoises. Je sais que c'est un titre très cliché, mais ce que je montre, c'est que le gouvernement a en fait 4 livres différents. Ils ont les budgets opérationnels originaux et normaux, où ils respectent vraiment la règle des 3%. Parfois, ils l'augmentent un peu. Pendant le COVID, ils ont augmenté le ratio de déficit de 3% à 3,5%, puis à 3,8%. Mais ils ont toujours cette règle budgétaire. Cela dit, il y a beaucoup d'autres parties des dépenses publiques qui ne sont pas vraiment considérées comme faisant partie du budget normal. Par exemple, lorsque vous regardez le FMI, il dirait que le déficit fiscal augmenté de la Chine se situe entre 9 et 10% du PIB. Cela inclut d'autres types de budgets qui ne sont pas comptabilisés dans le budget officiel. Il y a aussi les dépenses des gouvernements locaux, ce qui est de nos jours un sujet de discussion important concernant la dette des gouvernements locaux, car les gouvernements locaux sont responsables de 80% des dépenses fiscales en Chine. Il y a donc beaucoup de dettes au niveau des gouvernements locaux hors de leur bilan. Et donc, je pense que cela a vraiment d'une certaine manière aidé la Chine à utiliser cette politique fiscale pour soutenir la croissance économique. En Chine, nous parlons de l'économie du maire, Xi Jinping, n'est-ce pas? Ainsi, les gouvernements locaux jouent un rôle très critique dans le soutien de l'économie locale. Et donc, je pense que le gouvernement utilise l'outil fiscal pour aider l'économie, même s'il ne le publie pas. Je pense donc que c'est l'aspect intéressant de l'économie chinoise. Oui, parlons-en un peu plus. Et vous savez, je connais très peu l'économie chinoise, surtout la façon dont une entité sociale aussi grande fonctionne. Je veux dire, c'est 1,3 milliard de personnes, 1,4 milliard de personnes, ce qui est énorme. Et je veux dire, une chose à propos de la Chine, c'est que, d'accord, c'est un pays, c'est une grande macroéconomie,
Mais c'est tellement grand que cette entité doit avoir des moyens très sophistiqués de guider ses mécanismes internes, n'est-ce pas? Ways of guiding its internal mechanisms, right? I mean, just the fact that China also doesn't have Je veux dire, juste le fait que la Chine n'a pas non plus une liberté de mouvement complète, comme vous l'avez, disons, aux États-Unis. Je veux dire, si vous êtes né dans une certaine région, vous pouvez déménager dans une ville, mais vous ne pouvez pas nécessairement accéder à son infrastructure sociale de la même manière que les locaux, n'est-ce pas? Il n'y a pas une unité complète sur tout, ce qui est important. Je veux dire, il faut gérer d'une manière ou d'une autre le flux de personnes, n'est-ce pas? Cela s'étend-il aussi au domaine monétaire? Ou de quelle manière fonctionne le yuan? Est-ce un système unique? Ou y a-t-il plusieurs étapes, également avec les expériences de la Chine, avec les monnaies numériques? Est-ce un système unique ou est-ce en fait, vous savez, comme beaucoup de systèmes différents sous un même parapluie? Oui, donc c'est d'une certaine manière un système unifié, n'est-ce pas? La Chine a une banque centrale, qui est la Banque populaire de Chine, n'est-ce pas? C'est l'agent qui met en œuvre la politique monétaire et qui a le contrôle total de la monnaie. Et bien sûr, le ministère des Finances est également la branche fiscale de la Chine. Donc la Chine est en fait un État unitaire. Le gouvernement central a tout le pouvoir de décision, mais une grande partie de la mise en œuvre et des opérations sur le terrain sont déléguées et dépendent des gouvernements locaux. Donc dans ce cas, en ce qui concerne la politique monétaire, oui, la PBOC est celle qui prend les décisions, même si elle dispose de différents outils sur lesquels elle s'appuie par rapport, par exemple, à l'Occident. L'Occident a généralement des opérations de marché ouverts et il y a un taux des fonds fédéraux qui est un objectif fondamental de taux d'intérêt. En Chine, c'est beaucoup plus compliqué. Il existe différentes facilités de prêt et différents taux d'intérêt qu'ils contrôlent. Il y a des taux de dépôt, ils ont des orientations, ils ont le taux préférentiel de prêt et ils ont les taux de repos inversés à 7 jours. Ainsi, la Banque centrale chinoise dispose de nombreux instruments différents. Néanmoins, il s'agit toujours d'un système monétaire centralisé où la Banque centrale est responsable de la politique monétaire et elle peut la mettre en œuvre à travers différents instruments de politique. Le ratio de réserve obligatoire est l'un des outils que la Banque centrale utilise souvent en Chine, mais pas beaucoup par la Fed, par exemple. C'est un moyen de réguler la quantité de liquidités disponibles et aussi le coût des prêts bancaires dans l'économie. Ainsi, ils font des choses similaires aux banques centrales occidentales et ils ont également un contrôle total du système monétaire. Maintenant, en ce qui concerne le système fiscal, c'est aussi très intéressant. La Chine a eu une grande réforme fiscale en 1996 et c'est là qu'elle a établi la relation entre le centre et les collectivités locales, n'est-ce pas? Un peu plus de la moitié des impôts irait au gouvernement central. Et c'est principalement la taxe sur la valeur ajoutée, pas autant l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ainsi, plus de la moitié des impôts va au gouvernement central. Pourtant, on demande aux gouvernements locaux d'être responsables d'une grande partie des dépenses, n'est-ce pas? Ils dépensent pour leurs économies locales et pour fournir des services publics essentiels et des programmes dans leur localité. Cela crée un déséquilibre, n'est-ce pas? Parfois, le gouvernement central ordonne au gouvernement local d'entreprendre certains projets, mais les besoins de financement ne sont pas soutenus par le gouvernement central. Ainsi, le gouvernement local devra payer la facture, pour ainsi dire. Et l'important, bien sûr, est que sous la MMT, le gouvernement national peut s'approprier sans limite, mais les gouvernements locaux ne le peuvent pas. Ils ont vraiment besoin de ces petites taxes que la MMT dit. Pour le grand, vous n'en avez pas besoin. Alors, comment la Chine résout-elle ce problème?
Oui, c'est génial. Je pense que vous avez vraiment mis le doigt sur le problème, et c'est précisément le problème, n'est-ce pas? Donc, quand le gouvernement central ne prend en charge qu'environ 21% du PIB en termes de dette, et que le gouvernement local en prend, vous savez, plus de 50%, plus la dette cachée, alors ça peut être, vous savez, à la discrétion de chacun, n'est-ce pas? Mais au moins, vous savez, 90% du PIB est de la dette au niveau du gouvernement local. Et donc, c'est vraiment problématique, parce que le gouvernement central a, comme vous venez de le dire, la souveraineté monétaire. Ils sont capables d'émettre la monnaie. Ils peuvent, vous savez, dépenser fiscalement. Les gouvernements locaux ne le peuvent pas. Exactement. Et ce n'est qu'en 2014 qu'ils sont autorisés à émettre des obligations, en fait. Auparavant, ils n'étaient même pas autorisés à émettre des obligations. Exactement. Donc, cela les laisse vraiment dans l'incertitude. Donc, si vous me demandez quoi faire, je pense que la solution est très simple. Vous devez réaligner vos recettes fiscales et vos responsabilités de dépenses. C'est aussi simple que cela. Si vous voulez que le gouvernement local continue à exister, si vous croyez que les dépenses doivent avoir lieu au niveau local, alors vous devez leur donner plus de pouvoir fiscal. Vous devez leur donner plus de recettes fiscales. Mais cela signifie-t-il que, selon votre analyse, à l'heure actuelle, la Chine est confrontée à ce problème majeur, où ses municipalités locales s'endettent, au point que, sans réforme nationale, elles ne pourront pas s'en sortir? Ce qui est amusant, car ce n'est généralement pas ce que soutient la MMT, mais au niveau local, c'est le cas. Oui, c'est précisément cela. C'est un système très mal compris, n'est-ce pas? Le gouvernement central a tout le pouvoir de dépenser. Et pourtant, on demande au gouvernement local de prendre en charge toute la dette et de dépenser. Donc, si nous parlons de cela dans un vide politique, je dirais que la solution est très simple. Nous pouvons le résoudre demain, n'est-ce pas? Assurez-vous simplement d'augmenter le transfert fiscal du gouvernement central au gouvernement local, ce que la Chine a fait. Actuellement, le transfert fiscal du gouvernement central représente environ la moitié des revenus des gouvernements locaux. Cela aide, mais en même temps, le transfert fiscal présente de nombreuses difficultés, n'est-ce pas? L'une des choses est que lorsqu'il est transféré, il passe par différents niveaux, n'est-ce pas? De la province, puis à la ville, au comté, et ensuite au village. Donc, tout au long de ce processus, souvent l'argent disparaît, n'est-ce pas, au milieu, dans le trou noir. Et donc, c'est pas très efficace. Mais il y a d'autres moyens de le faire, n'est-ce pas? Donc, comme je l'ai dit, vous pourriez avoir une réforme fiscale pour permettre au gouvernement central de donner plus de pouvoirs fiscaux et de parts de revenus au gouvernement local. D'accord. Donc, tout cela peut être fait. Il n'y a pas de barrière technique pour que cela soit accompli. Avec un simple coup de stylo, vous pouvez le faire demain. Alors, pourquoi cela ne se produit-il pas? Cela a certainement à voir avec des considérations politiques. Parce qu'encore une fois, la Chine, les dirigeants veulent centraliser le pouvoir. Ils ne veulent pas distribuer le pouvoir autant à ces différentes localités, ce que vous comprenez avec un grand pays de 1,4 milliard de personnes et tant de provinces différentes, n'est-ce pas? Vous vous inquiétez de ce genre de diffusion du pouvoir. Et je pense que c'est la barrière politique, n'est-ce pas? C'est ce qui empêche le type de réforme systématique. La Chine parle de réforme fiscale depuis des décennies, n'est-ce pas? Ce ne sont pas seulement des années. Chaque fois qu'ils parlent de la nécessité d'une réforme fiscale, rien ne se passe vraiment. Et même aujourd'hui, comme vous venez de le mentionner, l'économie chinoise fait face à certains vents contraires. La dette des gouvernements locaux est un problème. Mais le gouvernement central est encore très hésitant à faire quelque chose de dramatique, n'est-ce pas? Quelque chose qui soit une véritable solution, n'est-ce pas?
Ils esquivent simplement les problèmes. Ils permettent aux gouvernements locaux d'émettre plus de dettes. Eux-mêmes émettent plus de dettes du gouvernement central et ensuite transfèrent l'argent aux gouvernements locaux. Il y a toujours une hésitation, vous savez, je dirais insurmontable, à céder le pouvoir aux différents gouvernements locaux. Et ils s'inquiètent aussi que si vous aidez ces gouvernements locaux, cela va créer plus de risques moraux, n'est-ce pas? Les gouvernements locaux pourraient dire « Oh, j'ai pas besoin de payer pour cela, je vais juste dépenser comme s'il n'y avait pas de lendemain. » Et c'est vraiment ce qui, je pense, souligne le problème et les préoccupations. Y a-t-il au moins un mécanisme de transfert fiscal en place en Chine? Parce que vous savez, l'UE n'a pas cela. La zone euro a une monnaie unique, mais pas de moyen de transférer de l'argent depuis le... area, the Eurozone, has a single currency, but no way of transferring money from the better performing economies, better performing. Les économies les plus performantes. Les plus performantes, c'est la mauvaise expression. Des exportateurs nets aux importateurs nets, n'est-ce pas? Et il n'y a aucun moyen de transférer l'argent en retour. Et ce qui se passe, c'est que naturellement, l'un accumule tout cet argent et l'autre perd tout simplement et doit s'endetter davantage. Et vous savez, quand les choses vont vraiment mal, elles vont aussi mal qu'en Grèce. Et ce n'est pas nécessairement la faute des Grecs, c'est la faute du fonctionnement du système. Et c'est parce qu'il n'y a pas de mécanisme de transfert fiscal. La Suisse, avec ses 26 cantons, a un mécanisme de transfert fiscal. La Chine a-t-elle cela pour qu'au moins certains déséquilibres à l'intérieur de l'économie soient atténués? Précisément. La Chine le fait, n'est-ce pas? Donc la Chine n'est pas une zone euro. Les pays de la zone euro, comme vous l'avez dit, exactement, il n'y a pas d'intégration fiscale et la MMT, depuis le premier jour, a remis en question ce défaut de conception de la zone euro où vous avez une intégration monétaire, mais pas d'intégration fiscale. Mais en même temps, vous savez, des institutions sont alors créées. Donc si la BCE pouvait acheter des titres d'État de manière illimitée pendant le Covid, elle pourrait le faire à tout moment. Mais ce sont encore une fois les barrières politiques, les idéologies, n'est-ce pas? Et aussi, je dirais peut-être aussi, vous savez, certains de ces facteurs géopolitiques, tout cela pourrait empêcher ces types de transferts fiscaux de se produire au sein de la zone euro. En Chine, il y a une intégration fiscale. Et en fin de compte, je pense que le gouvernement central aidera les gouvernements locaux. Mais encore une fois, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a tous ces facteurs politiques qui empêchent le système d'être réformé de manière très fondamentale. Mais ils résoudront les problèmes de manière fragmentaire. Par exemple, si un gouvernement ne fonctionne pas actuellement et a besoin d'un renflouement, le gouvernement central le fera. Et ils ont effectivement le transfert fiscal, comme je viens de le mentionner. Ils ont deux types de transferts différents. Ils ont transféré des fonds à des fins spécifiques. Si cette province construit un barrage, alors le gouvernement central dit « Oh, je vais transférer de l'argent spécifiquement désigné comme fonds réservés pour ce projet ». Mais sinon, il y a aussi le transfert à usage général qui est essentiellement « D'accord, cette localité a un problème de déficit et de dette, nous allons aider un peu ». Mais encore une fois, comme vous le voyez, c'est très réactif, n'est-ce pas? Ce n'est pas un système proactif, ce n'est pas un système préventif. Mais si les choses tournent vraiment mal, le gouvernement central va intervenir, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est la différence, n'est-ce pas? Donc oui. Ils apportent de petits ajustements au système en place, au lieu d'une refonte générale, ce qui est également une approche prudente, d'ailleurs, car chaque fois que vous faites de grandes réformes, le marteau de démolition pourrait vraiment détruire des choses. Dernière question sur la Chine. Dans les médias occidentaux, lorsque nous entendons parler des problèmes de l'économie chinoise,
c'est généralement lié à la crise immobilière. L'immobilier est en grande difficulté et la Chine va s'effondrer et blablabla. Et c'est quelque chose de très facile à comprendre pour l'Occident parce que l'immobilier est généralement ce qui fait exploser les économies occidentales. C'est ce qui a explosé en 2008. C'était la cause première. Donc, c'est vraiment facile de faire le lien. Mais êtes-vous plus préoccupé par les problèmes immobiliers ou les problèmes bancaires? Ou êtes-vous plus inquiet de l'incapacité des gouvernements locaux à gérer leurs fonds? Lequel des deux pensez-vous être réellement le plus gros problème? Which one of the two do you think is actually the bigger problem? Mais c'est une question très intéressante. Je pense que la dette des gouvernements locaux est un problème plus important, même si je pense que ces deux problèmes sont complètement liés, n'est-ce pas? Parce que le gouvernement local s'appuyait beaucoup sur les ventes de terrain et aussi sur ces développements immobiliers pour relancer et, vous savez, stimuler leurs économies locales. Donc, lorsque le secteur immobilier est en déclin, cela affecte les revenus des gouvernements locaux et aggrave donc le problème de la dette. Je dirais que le défi immobilier est réel. Il est réel dans le sens où il y a des facteurs du côté de l'offre. Je suis désolée, mais les économistes sont drôles. Ils aiment compartimenter le problème. Il y a donc le problème du côté de l'offre, à savoir que l'immobilier représentait 20% du PIB. Et si l'on inclut tous ces autres secteurs connexes, cela représente environ 30% du PIB. Et donc, sans cette construction immobilière, on constate inévitablement que l'investissement diminue et que l'économie ralentit. Mais je pense que la Chine gère cela très bien maintenant. Je dirais que c'est une sorte de démolition contrôlée de la bulle immobilière. Rien à voir avec ce que les États-Unis ont fait, n'est-ce pas? Laisser le marché exploser et entraîner toute l'économie, il a fallu plus de 10 ans pour se remettre. Et le Japon, c'est encore pire. Je pense que la Chine le fait de manière vraiment mesurée. Jusqu'à présent, je constate que les dommages collatéraux ont été bien maîtrisés. La raison pour laquelle je dis cela est que nous observons un grand déplacement de l'activité économique du secteur immobilier vers le secteur manufacturier, n'est-ce pas? En particulier, les investissements technologiques et les investissements de haute technologie ont augmenté de 10% au cours des dernières années. Ainsi, de nombreux prêts bancaires qui allaient auparavant au secteur immobilier sont maintenant détournés vers le secteur industriel. Donc maintenant, si vous regardez les changements, le secteur immobilier a diminué dans le PIB à environ 18%, et vous voyez que le secteur industriel et surtout manufacturier a augmenté pour combler ce vide. Je pense donc que du côté de l'offre, la Chine réussit assez bien cette transition. La difficulté, bien sûr, se situe du côté de la demande. Cela signifie que l'immobilier représente 70% de la richesse des ménages. Vous savez, 93% des familles chinoises possèdent une maison, n'est-ce pas? Et une grande proportion de personnes possèdent plus d'une maison. Ils utilisent le logement comme des actifs d'investissement. Donc, lorsque les valeurs immobilières baissent, n'est-ce pas, dans certains endroits, de 20%, voire 30%, ou quel que soit le chiffre, car le chiffre du gouvernement à ce sujet est certainement délicat. Cela crée un problème, car les ménages se sentent moins riches, ils dépensent moins et n'achètent pas de maison, donc ils n'achètent pas d'appareils ménagers, etc. Et cela crée beaucoup de problèmes du côté de la demande. C'est pourquoi vous entendez tous ces types de problèmes de déficit de demande en Chine, ce qui, je pense, est un problème. Mais en même temps, je pense que si nous stabilisons progressivement le marché immobilier, ce que le gouvernement chinois est en train de faire, ils essayent de s'attaquer aux deux plus gros problèmes du marché immobilier. L'un est les projets immobiliers inachevés. Ils permettent aux banques de mettre ces projets immobiliers sur la soi-disant liste blanche. Permettez-leur donc
de contracter des prêts bancaires et de terminer les projets, car les gens ont déjà payé pour eux, n'est-ce pas? Vous devez les livrer. Deuxièmement, il y a le stock de logements, n'est-ce pas? Goldman Sachs a déclaré que la Chine avait environ 7 000 milliards de yuan de stock qui doivent être écoulés. Et donc, encore une fois, ces dernières semaines et mois, vous voyez une série de politiques où les gouvernements locaux achètent ces maisons à des fins de logement social, n'est-ce pas? Et aussi, vous savez, supprimer beaucoup de restrictions d'achat de logements. Comme je suis originaire de la ville de Guangzhou, la troisième plus grande ville de Chine, ils ont essentiellement supprimé toutes les restrictions d'achat de logements. Et donc, ça a vraiment aidé à, d'une certaine manière, augmenter un peu la demande et à stabiliser les prix sur le marché immobilier. Donc, au moins pour l'instant, certaines données plus microéconomiques ont suggéré que les transactions ont considérablement augmenté dans des endroits comme Shanghai ou Hong Kong. À Pékin, on observe une augmentation de 30% à 50% des transactions immobilières rien qu'au mois d'octobre. Donc, le marché réagit. Espérons que cela aidera à stabiliser le prix. En conséquence, cela va rassurer les gens sur la valeur de l'immobilier et renforcer leur confiance pour sortir et dépenser davantage. Je pense que cela serait vraiment bénéfique pour l'économie.